L'histoire que nous allons vous raconter commence 2 ans plus tôt. Quand tout a commencé, nous n'avions pas 20 ans. Anna est née à Cologne, d'un père kabyle et d'une mère allemande. Mais elle a vécu presque toute sa vie en Normandie, dans un village de 500 habitants, où le Front National fait 25%, alors que l'immigration est quasiment inexistante. Marco, lui, est né aux États-Unis, où il a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. Très fier de ses origines américaines, il ne perd pas une occasion de critiquer les habitudes françaises. Mais au fond, il n'y a pas plus français que lui. Mathieu est un quart vietnamien. Pendant longtemps, il a cherché à cacher ses origines. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il ne cesse de nous raconter l'histoire de sa famille vietnamienne. Nos destins se sont croisés à Cannes, où nous faisions ensemble nos études de journalisme. La Côte d'Azur. C'est depuis ce bastion historique du Front National que nous avons commencé à nous intéresser à l'extrême droite. Adrien, c'est la première personne que nous avons rencontrée au Front National. Il a exactement notre âge et il a fait 42% aux élections cantonales de mars 2011. C'est un garçon souriant, un peu maladroit, mais surtout très attachant. Au fond, ça nous gênait qu'il soit si sympathique. Pour nous, l'extrême droite, c'était Jean-Marie Le Pen, ses propos racistes, antisémites, ses fameux dérapages. Et puis aussi les manifestations avec nos parents en 2002, quand il est passé au second tour. Presque 10 ans plus tard, sa fille lui succédait à la tête du Front National et se lançait dans la course présidentielle. Alors que nous nous apprêtions à voter pour la première fois, l'extrême droite changeait soudain de visage. Le point presse est... Jeune, féminine, souriante, Marine Le Pen ne suscitait pas un rejet aussi catégorique que son père. Beaucoup la voyaient comme une simple héritière. Mais ne devait-elle pas aussi son succès au fait qu'elle est une femme ? Et si, finalement, une femme pouvait plus facilement faire accepter des idées d'extrême droite ? Difficile de répondre à cette question en se basant sur le seul exemple de Marine Le Pen. Nous sommes donc allés voir ailleurs en Europe, où d'autres femmes s'étaient déjà imposées dans des partis d'extrême droite. À quoi pouvaient bien ressembler toutes ces femmes ? Seraient-elles dures, rigides, effrayantes ? Mrs. Morvai, hi, nice to meet you. Thank you for accepting. En réalité, aucune d'entre elles ne correspondait à l'image qu'on se faisait de l'extrême droite. Kristina Morvai, la hongroise, avec ses airs de desperate housewife et cette façon bizarre qu'elle a d'agiter ses bras en parlant. Avant de devenir leader du Jobbik, un des partis d'extrême droite les plus radicaux d'Europe, elle était avocate des droits de l'homme à l'ONU. Siv Jensen, la Norvégienne. Ceinture noire de karaté et célibataire endurcie, la présidente du Parti du Progrès, première force d'opposition en Norvège, cultive une image de femme forte. En 2011, une série télévisée d'animation mettait même en scène sa recherche d'un petit ami. Siv Jensen. Pia Kjærsgaard, la danoise. Ancienne aide-soignante, elle aime se présenter comme l'infirmière du peuple danois. Mais ses positions fermes et radicales ont amené la presse étrangère à la surnommer la Dame de fer scandinave. Son mouvement, le Parti du peuple danois, est aujourd'hui la 3e force politique du pays. Ank van der Mirch, la Belge, a tout essayé avant de se lancer en politique. Une carrière de mannequin, une carrière d'actrice,
En 1991, elle était même couronnée Miss Belgique. Depuis près de 10 ans, Ank van der Meersch est sénatrice du parti indépendantiste d'extrême droite flamand, le Vlaams Belang. Céline Amodru, la Suissesse, passionnée d'équitation. Elle est conseillère nationale au Palais fédéral suisse et présidente de la section genevoise de l'UDC, la première force politique du pays. Elle a 33 ans, adore sa couleur de cheveux et elle est un peu tête en l'air. Genre de solution, je crois que je dois aller voter. Attendez, parce que tout le monde court. Ouais, on vote, faut que je revienne. Oups, je me glisse. Enfin, Marine Le Pen. Fille du sulfureux Jean-Marie Le Pen, elle est la plus connue et la plus médiatisée des femmes d'extrême droite en Europe. Eh ben, je sais plus le tenir. Merci. Toutes ces femmes, blondes et souriantes, ont un autre point en commun. Elles sont populistes. Mais quelle interprétation font-elles de cette notion versatile ? À quoi ressemble le populisme au féminin ? C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Écoutez, je vous donne que ça, parce qu'il y a mon Je m'appelle Alain. À chaque fois que tu es dans cette émission à la télévision, c'est bien, ça passe bien, il y a le charisme et tout ce qu'il faut. Il y a un truc qui accroche, c'est quand on te dit oui, mais enfin, vous représentez une formation d'extrême droite, et alors tu dis toujours je ne suis pas d'extrême droite. Et alors ça revient, et on entend encore extrême droite, extrême droite, extrême droite. Tu regardes le mec droit dans les yeux, tu le sais faire. Et tu lui dis, écoute, vous voulez une décision, nous sommes le parti du peuple. Alors je suis populiste. Et qu'on n'en parle pas. C'est vrai que c'est bien ce terme de populiste. Tu dis populiste et plus extrême droite, c'est fait. Da hører jeg ofte at våre konkurrenter sier at populisme, det der går ikke an. Du kan ikke høre på innbyggerne. Kan ikke gjøre som de sier, eller det er populistisk, det skal vi ikke ha noe av. Vel, la meg bare si det sånn, jeg er uendelig stolt av å lede et parti som er opptatt av å høre på folk og gjøre jobben for å gjøre hverdagen deres enklest mulig. Det er jobben vår. Les partis d'extrême droite, je crois, constatant leur perte d'influence, parce que leurs références ne font plus vraiment sens, se sont transformés en partis populistes. Il y a des populistes de gauche, de droite, du centre, dans tous les pays et sur 2 siècles d'histoire. Mais ce qui caractériserait vraiment les populistes, c'est le refus des médiations. C'est-à-dire on veut un contact direct entre le peuple et son leader ou sa leaduse. Donc refus des parlementaires, refus d'une classe politique présentée comme corrompue et pourrie. Pendant 30 ans, nous avons été insultés, traînés plus bas que terre, mis au bord de la vie politique, parce que nous n'avons fait que des vérités, parce que nous sommes gouvernés par des incapables, par des nuls. Yaka, faut que, ça c'est le genre de choses que tous ces partis ont à la bouche. Ils sont volontaristes, ils offrent du rêve à un moment où la classe politique au pouvoir ne sait plus quoi faire, où la gauche et la droite se sont succédées. Elles ne savent pas comment gérer la crise globale aujourd'hui, la mondialisation. Et face à cela, face à eux, tous ces partis ont en commun de dire, ben voilà, il n'y a qu'une solution, c'est mettons dehors les immigrés. Il n'y a qu'une solution, sortons de la zone euro, revenons au franc ou à la monnaie nationale. Au Danemark, Pia Kjærsgaard est la première femme populiste en Europe à avoir fondé et dirigé son propre parti. À première vue, elle ressemble plus à une grand-mère inoffensive qu'à un leader d'extrême droite. Hi, nice to meet you. We come from France. Anna. Hello. Hello. I'm Marco. Hello. We are coming from France. Yeah. I don't know if you heard of us. Do you think during the day you have just 10 minutes? No, I'm sorry, because I'm doing a campaign right now to have an election, so we have to contact our press officer, Christiansborg, Søren Søndergaard. You know? D'emblée, ça s'annonçait un peu plus difficile qu'on ne l'avait imaginé. It's possible for 5 minutes? 5 minutes. Just a very short interview. I have to talk to them. Okay. Thank you anyway. The Danish People's Party is a new party.
created in 1995, and it was because that the Danish population was very much scared about the immigration, the many refugees that come to the Western country and especially Denmark. And you know, we have a welfare system in Denmark which includes everyone who comes to the country, a very good welfare system, and it's very expensive. En cultivant toujours une image de ménagère de plus de 50 ans, préoccupée du bien-être du peuple danois, Pia Kjaersgaard a très vite imposé son parti comme troisième force politique du pays. Pendant 10 ans, en échange de son soutien indispensable pour gouverner, la majorité a fait appliquer des mesures ultra-radicales sur l'immigration, jusqu'alors jamais vues en Europe. La règle des 24 ans est la plus célèbre des mesures que l'on doit au parti du peuple danois. D'après cette loi mise en place en 2002, un citoyen danois ne peut se marier avec un étranger qu'à partir du moment où les deux conjoints sont âgés de 24 ans ou plus. Le couple doit également justifier de moyens financiers conséquents et être capable de prouver à tout moment son attachement au Danemark. Décriée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, cette loi a très souvent conduit à des situations d'extrême injustice. On estime à plusieurs milliers le nombre de couples forcés de vivre en Suède à cause de la règle des 24 ans. Ce discours d'exclusion, cette volonté de briser les liens de solidarité, Pia Kjaersgaard et ses mesures nous laissaient une impression de déjà-vu. On accueille 350 000 étrangers par an, mais évidemment, à vous, on vous demande des sacrifices, parce que tout ça, c'est bien gentil. Mais il faut subvenir à leurs besoins. Et puis, comme nous sommes des gens généreux, on vous le rappelle sans cesse d'ailleurs, soyez généreux. Vous n'êtes pas généreux. C'est honteux de ne pas être généreux. Et qu'à un moment, la générosité, ça commence à bien faire. Et la loi de l'hospitalité, parce que quand on n'est pas invité, on ne vient pas. Eh bien, ceux-là viennent aussi pour se faire soigner. Pas uniquement quand ils sont en danger de mort, mais pour des affections de longue durée, des cancers, des greffes, le sida. Vive la France, vive le Front National et vive la vie. Comme chez Pia Kjaersgaard, la générosité de Marine Le Pen semblait s'arrêter aux frontières de son pays. Tous ces partis ont en commun de mettre en avant, à tous les échelons des partis, des femmes. Des femmes parce qu'elles adoucissent l'image de ces partis. Il y a un bon vieux stéréotype tenace qui fait que les femmes restent associées à la douceur, même si ce n'est pas nécessairement le cas, et les hommes à la violence. Ces partis ont eu et gardent encore une image de partis extrémistes et violents. Donc mettre des femmes permet de modifier l'image. Et donc, si une femme dirige un parti populiste, ce parti apparaît bizarrement comme moins dangereux, moins menaçant. Dirigez-vous vers la droite. En Suisse, Céline Amodru nous a donné rendez-vous dans un centre équestre à quelques kilomètres de Genève. À 33 ans à peine, dont 4 ans d'expérience politique, elle est déjà présidente de l'UDC Genève et conseillère nationale au Palais fédéral suisse. Céline Amodru incarne la toute nouvelle génération de femmes populistes. Son parti, l'UDC, première force politique du pays, s'est bâti une réputation mondiale avec ses affiches chocs sur l'immigration et l'islam. C'est vrai que les images que vous avez vues sur, pour les votations des mosquées, c'est plus les mosquées, c'était maintenant j'ai oublié le terme. Les minarets. Voilà, la votation sur les minarets, sur le renvoi des criminels étrangers où c'était des moutons noirs, était un peu provocante, mais je crois qu'à un moment donné, pour qu'on puisse se faire entendre et que les gens remarquent quelque chose, il faut une image qui marque. Et c'est clairement du marketing, c'est plus une question de politique.
Alors vous faites aussi partie de cette stratégie marketing? Je pense, en tout cas, on peut le voir à Genève, le fait qu'il y ait une présidente à la tête du parti, ça donnait un peu plus de douceur. Et c'est vrai que les gens considèrent une femme à la base moins agressive sur ses idées et sa façon de communiquer. Il y a des gens qui nous considèrent comme infréquentables malgré le fait qu'on soit le premier parti de Suisse. Donc oui, je pense qu'en tout cas, c'est plutôt un bon aspect qu'il y a des femmes et surtout des jeunes femmes qui viennent défendre les idées. Encore aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées en politique. En voir certaines s'imposer à la tête de partis d'extrême droite et accepter d'être là pour en adoucir l'image semblait bafouer tous les combats menés pour le droit des femmes. Aux élections européennes de 2003, l'ancienne Miss Belgique Ank van der Meersch, figure de proue du Vlaams Belang, s'était engagée à poser nue en cas de victoire. I'm not extreme, not at all. Look at me, I'm not extreme. You can see I'm friendly, I have normal points of view. I want democratic way of working, the democratic way of a state. I believe in democracy, I'm not extreme at all. Sometimes I make my point very clear, and this is not liked by the establishment, and this is why the establishment tries within their media, because they own their media, try to make our point of view racist, extremist, fascist, neo-Nazi and stuff like that, which is not true. Il faut avouer qu'elle se défend plutôt bien. On en oublierait presque qu'une semaine plus tôt, en avril 2012, son parti mettait en place un site internet invitant les citoyens belges à signaler la présence d'immigrés clandestins. En clair, une incitation à la délation. The website is about my city, where we make inventarization actually of illegal situations. They talked about it in the Flemish Parliament. There's now a website to say if you find exotic species. Ik weet niet, ze is weg, she's gone. Exotic species, fauna and flora, animals and flowers and plants. If they're exotic plants or like a frog or something, which is not normally here, you can point it out on that website. It's also a website exactly the same as our website, only this is about fauna and flora. Our website is about illegal situations. It's a normal way of doing things. Comparer les immigrés clandestins à des grenouilles. Ank van der Meersch et son parti ne sont jamais à court d'imagination. D'ailleurs, quelques semaines après notre séjour à Bruxelles, le Vlaams Belang lançait l'initiative d'offrir 250 € à toute personne qui dénoncerait à la police une femme portant une burqa ou un niqab. Avec une certaine démagogie, les femmes populistes voudraient laisser penser qu'elles ne peuvent pas être aussi extrêmes que les hommes qui les ont précédées ou qui militent toujours à leur côté. À première vue, on pourrait s'y méprendre. Mais à bien les écouter, il n'en est rien. Alors, au-delà des apparences, en quoi sont-elles si différentes ? J'ai vu beaucoup de femmes en politique, j'en ai vu qui disaient autant de sottises que les hommes, j'en ai vu qui mentaient autant que les hommes. Et voilà, donc je suis pas sûr qu'il y ait en cela une grande différence. Mais c'est vrai que très probablement elles ont une vision de la réalité qui perdure plus longtemps quand elles font de la politique parce qu'elles sont attraites en permanence à la réalité de la vie. Elles ont souvent des enfants et ne se laissent pas distraire de la réalité de la vie. So they know about prices, quality, what is available. They are the ones who communicate with the school or with the education system. They know about the education system. So they have much more knowledge and information about life in general than men have. So obviously all this information and experience should be transformed into good decision making. Le fait d'argumenter en disant j'ai des enfants, donc je suis plus près des réalités de la vie, c'est à la fois un stéréotype, c'est-à-dire qu'on joue sur le différentialisme, on joue sur ce qu'on appelle l'essentialisme, l'espèce de croyance dans un éternel féminin. Donc on joue sur les stéréotypes, mais en même temps, je dirais que ça tient compte d'une réalité, donc il faut aussi faire évoluer cette réalité
pour que le stéréotype disparaisse complètement. Qu'est-ce qui différencie Marine Le Pen, Anna Morvaille ou Siv Jensen dans leur apparence quotidienne, dans la manière dont elles se mettent en scène? Qu'est-ce qui les différencie des femmes de leur milieu, de leur âge et de leur époque? Rien. C'est peut-être ça précisément qui fait leur succès. Ne pas paraître apprêtées, ressembler aux femmes qui peuvent voter pour elles. C'est peut-être finalement ce qui leur donne la possibilité d'amener leur parti chaque fois un petit peu plus haut. The half of the voters are women, and we have to take notice of them and take in account what they want, their rights. So I think that's important, and it's normal. Because of my commitment to our party, more women will open their eyes and say, why is she with that party? And try to understand why I am, and I try to explain them, and I think it indeed gets more women to think about the future, to think about Que des électrices puissent se reconnaître en Ank van der Miersch, Marine Le Pen ou Pia Kjærsgaard et donc plus facilement voter pour elles, ça peut se comprendre. Mais comment expliquer que ces femmes, elles, acceptent de représenter des partis bien souvent sexistes, voire misogynes? Et d'ailleurs, comment imaginer que ces partis supportent d'être dirigés par des femmes? Je pense que c'est clair qu'au début, on a voulu me faire passer pour la blonde un peu potiche, qui était là pour sa plastique. Mais je vous assure qu'être élue en Suisse, c'est difficile, encore plus au Conseil national. Donc l'aspect physique peut aider, et puis je veux dire comme dans toute la vie, et puis tant mieux. Effectivement, en politique, on pourrait se dire que c'est plus compliqué, mais je crois que quand on est une battante et qu'on a de la conviction, on peut y arriver. Bonjour. Vous pouvez nous dire quelques mots sur Célina Modru? Comment vous dire? Et Dieu créa la femme, n'est-ce pas? Tout le charme de la féminité genevoise à l'intérieur de notre groupe. Donc pour une fois qu'il y en a une qui est belle et qui fait de la politique en même temps, eh bien, ça ne se refuse pas. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de femmes sur nos listes, mais c'est très très difficile à trouver. Je pense qu'elles ont une tendance plutôt à être un peu la mater familias. Alors c'est une sensibilité sociale beaucoup plus forte. Donc la gauche a plus de facilité à mobiliser des femmes. Chez nous, évidemment, on est dans le rôle un peu du pater familias, donc ça attire un peu moins les femmes, parce que l'exercice du pouvoir n'est pas, je pense pas, le jeu naturel d'une majorité des femmes. Hein. Je dis bien une majorité, parce qu'il y en a, ça va, mais certaines, elles se sentent mal à l'aise parce que ça peut être assez violent et elles sont plus sensibles, alors c'est moins agréable. Évidemment qu'il y a un paradoxe à voir des militantes d'extrême droite ou à droite de la droite défendre à la fois un modèle nationaliste, viril, qui souvent pourfend mai 68, pourfend tout ce qui a été apporté par le féminisme des années 70, et en même temps de voir ce discours porté par des femmes qui en ont bénéficié. Bah, engagez-vous les femmes politiques européennes, ouvrez les yeux, soyez responsables. Parce que c'est nous qui avons la charge aussi de l'avenir de nos enfants. Et est-ce que vous vous considérez féministe? Si c'est le féministe à l'ancienne, non, pas tellement. Si c'est pour, encore une fois, rappeler que toutes les grandes avancées qui ont été faites pour les femmes sont en train d'être perdues sans même qu'on s'en rende compte, oui, très certainement. Ces femmes inscrites dans leur époque défendent pourtant des idées rétrogrades, comme le salaire parental, qui revient à renvoyer la femme à la maison, ou le déremboursement de l'avortement. Alors, qu'en est-il de leur rapport aux droits des femmes? Mais manifestement, ça n'avait pas été entendu, comme quoi la politique de la répétition. En Norvège, la défense du droit des femmes est une longue tradition. Siv Jensen, la présidente du Parti du Progrès, est l'arrière-petite-fille de l'une des figures emblématiques du féminisme norvégien. Betty Klesberg a contribué à ce que les femmes puissent voter et faire de la politique dans son pays. Aujourd'hui, Siv Jensen se réclame la digne héritière de son arrière-grand-mère. En opposant systématiquement le multiculturalisme et l'islam aux libertés des femmes, elle prétend défendre les acquis du féminisme. Kvinner skal ikke ses, de skal ikke høres, de skal ikke mene noe, de skal ikke stemme, de skal ikke gifte seg med hvem de vil. Det hverdagen for millioner av kvinner i verden i dag.
Og noen velger å bringe det inn i Norge. Og så er det noen politikere i vårt land som tenker at hvis vi bare lukker øynene hardt nok, så ser vi ikke at det skjer. Jeg kommer ikke til å lukke øynene. La montée de l'islam radical est un vrai danger pour les libertés des femmes, c'est sûr. Et pour quelle raison? Pour ce qui est de l'excision, par exemple? Mais tout, parce que la charia, qui est la loi des fondamentalistes islamistes, ne reconnaît pas l'égalité entre les hommes et les femmes. On fait un être inférieur, sans liberté, sans droit, obligé de se cacher. Et cela, évidemment, est très inverse de ce qui fonde nos valeurs et notre culture. Que des femmes de ces partis se revendiquent féministes, c'est très récent, et c'est uniquement depuis que le féminisme et les acquis du féminisme sont menacés par l'islam, en tout cas par les extrémistes musulmans. C'est donc une conversion extrêmement récente et qui ne vaut que face à la menace de l'islamisme, jamais lorsque les acquis des droits des femmes sont menacés par des extrémistes catholiques homophobes, sexistes, et qui ont d'ailleurs toujours leur place au sein du Front National. Il y a une grote affiche van die Burkini. Il est en train de printer. C'est une affiche contre l'islamisation de Belgique, de l'Europe. Il y a presque 1 million de musulmans, allez, c'est 70 000 sur 11 millions d'habitants qui sont musulmans. Et notre civilisation est en danger. Là, j'en suis sûr, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu extrême dans cette affiche? Oui, c'est pour choquer, c'est sûr. Si Tom a dit c'est pour choquer, il a raison, parce que c'est en fait pour choquer. Mais si on ne choque pas, il y a pas les gens qui vont réfléchir. Alors ça va passer, et alors on va être 2020, et ça va être trop tard. Et on va avoir un bourgmestre et des maires qui s'appellent Mohamed, et des burkas et des niqabs, c'est ça qu'on veut. Islam is not only a religion, it is a system, a political system. It has rules about how society should work, and it's not the way I want society to work. This is what I'm warning about. The Islam is not moderated at all. Only the moderated Muslims, they do not apply the full Islam, the full laws, the full Sharia yet. Les femmes qui militent aujourd'hui dans les mouvements nationaux populistes et qui mettent en avant la dimension anti-égalitaire, anti-féministe des islamistes ont raison. L'islamisme politique est effectivement opposé aux droits des femmes. Il n'est pas partisan d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes. Là où ces femmes, et ces hommes d'ailleurs, commettent une erreur magistrale, c'est qu'ils ou elles confondent l'islamisme et l'islam. Onlangs heb ik, omwille van die toenemende islamisering, een internationale organisatie opgericht. Vrouwen tegen islamisering. Vrouwen tegen islamisering is een organisatie die vrouwen alert wil maken en een dam wil opwerpen tegen de vrouwonvriendelijkheid van de islam. Le fait pour une femme populiste de dénoncer l'islam dans ce que l'islam peut avoir de menaçant pour l'égalité homme-femme, de ce point de vue-là, une femme qui s'exprime, une femme qui proteste, le fait avec la même force, la même puissance que le populiste qui vient de la classe ouvrière et qui dénonce les délocalisations. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte une victime potentielle qui parle. Marine Le Pen and I will never say exactly the same because we have our own nuances, our own points of view. But she fights for the same values, the Western society, and this is what is important and what binds us. On a un certain nombre de points communs avec des partis patriotes européens qui partagent la défense de l'identité européenne, qui partagent le refus d'un certain mondialisme destructeur. Oui, en cela, on a un certain nombre de points communs avec l'UDC, avec le FPO, avec les Danois, avec les Finlandais, avec les Belges. We live here. We are a Christian society, and it has to be like that, not an Islamic society. It's not until now as bad as it is in France, but it can be. Tu es ici chez toi,
À en croire ces partis populistes, notre civilisation court à sa perte. Et personne, à l'exception d'eux-mêmes, n'est en mesure de nous protéger de ce danger. Souvent héritiers des courants idéologiques les plus sombres, ces mouvements se proposent aujourd'hui d'entrer en résistance. Le Front National, mes chers amis, n'est pas simplement un parti politique. Il incarne aujourd'hui en France l'esprit de résistance. Résistance aux féodalités, résistance aux injustices, résistance au totalitarisme moderne que sont l'islamisme et le mondialisme. La mondialisation, le multiculturalisme, le droit du sol. En désignant ainsi les fléaux du XXIe siècle, les populistes supposent qu'une majorité de la population menace la cohésion nationale. Mais les tensions sociales qui fragilisent nos sociétés, ne sont-elles pas plutôt alimentées par le discours guerrier et le rejet de l'autre, omniprésent chez les populistes ? Ils sont européistes et mondialistes. Nous sommes nationaux et patriotes. Nous sommes contre la souveraineté nationale. Nous sommes pour. Ils sont immigrationnistes, pas nous. Ils sont contre le contrôle des frontières. Nous sommes pour. Ils sont contre la suppression du droit du sol. Nous sommes pour. In order to act as a patriot, you always had to fight, because there were always those powers which push down your country, your nation, your hearts, your feelings, and I think just rational people were never real patriots, because patriotism is by its notion a passionate thing, an emotional thing. You have to be emotional, you have to have your heart in the right place, you have to be a little bit crazy, un petit foufou, to fight as a patriot. On n'est pas des enfants de cœur. On n'est pas des petits votants de l'UMP ou des centristes ou du PS. On est des gens qui veulent une révolte complète. On veut foutre en l'air tout le système politique. Balayer, faire une opération impropre à droite et à gauche. Tant qu'il s'agit d'une résistance politique par les urnes, ça ne pose pas de problème. Il y a possibilité, évidemment, pour qu'à un moment donné, cela dérive, et c'est ce qu'on a vu avec les attentats d'Oslo en 2011, quand à partir du concept d'opposition à l'islamisation de l'Europe, un individu, Anders Behring Breivik, a choisi de devenir résistant par les armes. En Hongrie, la violence physique prend forme un peu partout dans le pays. Depuis 2007, des milices affiliées au Jobbik, le parti de Kristina Morvai, répriment brutalement la minorité rome. À Gyöngyöspata, petit village au nord de Budapest, la Croix-Rouge a évacué d'urgence 300 tziganes en avril 2011, alors que les milices installaient un camp d'entraînement dans la commune. Gyöngyöspata became very well known by the Hungarian people and the Hungarian media recently, because there was a civil guard moving into the settlement to protect people from all the aggression, all the crime that was going on. Malgré leur interdiction en 2009, les milices n'ont jamais cessé de se rassembler et de défier les autorités. Együtt érzek azokkal, akiknek a mellényét bűnjelként lefoglalták. Szolidaritásom jeléül vettem fel. Ahogy látják, és hogyha esetleg az a hatalmas számú rendőr, aki most itt van, ha esetleg nem látnák, hogy milyen ruhában vagyok, szeretném egyértelművé tenni, hogy a Magyar Gárda egyenruháját viselem. There's this idea that
in a European civilized society, there shouldn't be uniformed civil guards protecting the people. I mean, okay, I might agree, but on the other hand, in a civilized European country, people should somehow be protected. Ces visages souriants et féminins véhiculent des idées qui semblent d'un autre temps. Mais le succès grandissant de toutes les femmes populistes auprès de notre génération prouve que les idées d'extrême droite ne sont pas prêtes de s'éteindre. La France, c'est chez nous. La France, c'est chez nous. Moi, je suis arrivée au Front National il y a 2 ans. J'ai été vraiment frappée par l'injustice qui frappait les classes moyennes dont je suis issue. Et j'avais vraiment envie de me bouger pour que ça change. Et je pensais que ça pouvait changer qu'avec le Front National. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vi vil også innføre noe som heter lærerevaluering. Så dersom dere ikke er fornøyd, så skal dere få muligheten til å gi tilbakemelding til læreren deres på det. Jeg heter Preben Kolding og er fylkesformann i Fremskrittspartiets Ungdom. Siv Jensen er et veldig stort forbilde. Hun er damen som fikk meg til å melde meg inn i Fremskrittspartiet. Hver gang vi er på arrangementer hvor Siv er og hun holder taler og appeller, så blir vi veldig engasjert. Siv Jensen er et stort forbilde for ungdommen i Fremskrittspartiet. Alle ser opp til henne. My name is Janke, I'm 20 years old and I work as a chef. Siv, she's a really great speaker and she has so much good to say. I love politics and I'm going for the higher positions. So I hope to get on, take her place someday maybe. Vous aussi? Oui, c'est sympa. À partir du moment où il y avait une génération de quarantenaires à la tête du mouvement, nécessairement, beaucoup de jeunes se retrouvent dans le Front National. C'est un signe encourageant pour l'avenir. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est la France de demain. Donc évidemment, il faut en capter le plus grand nombre possible. Il faut les former parce qu'ils seront les cadres de la nation de demain. Je crois qu'il y a un double mouvement. Il y a à la fois des jeunes qui peuvent être attirés par ces partis et une stratégie de la part de ces partis de mettre en avant des jeunes, de leur donner des responsabilités. On essaye d'organiser au maximum pour lui montrer qu'il y aura le plus de jeunes possible. Donc on est en train de voir pour rattraper un petit peu tous les jeunes qu'il y a dans les salles, leur mettre des t-shirts et donc voilà, donc on est en train d'organiser la chose, essayer de l'accompagner au maximum et montrer que la relève est là et qu'on sera vraiment là pour l'aider. Les jeunes militants d'extrême droite. On les imagine souvent crâne rasé et rangers aux pieds. Mais en réalité, la plupart d'entre eux sont des jeunes lambda. Ils ont tous les horizons, sont souvent même sympathiques. Alors pourquoi sont-ils attirés par des partis connus pour leur xénophobie? Et quel avenir voient-ils dans ces partis qui prônent un repli nationaliste? La réponse qu'apporte le Front National, c'est vraiment pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres du chômage, ça fait vraiment peur aux jeunes. Donc c'est plutôt des problématiques économiques, notamment. Donc le côté plutôt social, qui m'ont fait tendre vers le Front National, parce que c'était le seul, le seul parti qui pouvait répondre et donner des solutions à mes problématiques. Et dans la lignée de ce que moi je souhaitais. Tout le monde assis. En France, en 2010, 8,2 millions de personnes vivaient avec moins de 950 € par mois, dont évidemment un nombre très important de jeunes et d'étudiants. Aujourd'hui, le populisme prospère en Europe
parce qu'il a atteint une nouvelle dimension qui est la dimension sociale. Et je parle, pour ce qui me concerne, de populisme ethno-socialiste, quand on veut qualifier, par exemple, ce qu'est le populisme du Front National, c'est-à-dire l'association entre une revendication xénophobe et puis la revendication sociale, un niveau de vie, un état-providence que les populistes aujourd'hui partout cherchent à défendre. Et pour le Front National, c'est Gaëtan Dussaucé, militant FN et responsable adjoint des Jeunes avec Marine de Paris. Madame Le Pen explique assez souvent qu'elle va pouvoir justement financer son projet en se basant sur un principe qui est celui de la préférence nationale ou priorité citoyenne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce que c'est que finalement cette préférence nationale ou priorité citoyenne? Alors, c'est de donner une priorité sur l'emploi, donner une priorité sur le logement et également sur l'acquisition des aides de l'État aux Français. Pourquoi? C'est simple. Prenons une métaphore. Nous sommes en période hivernale, c'est la crise, l'État nous a coupé l'électricité. Vous n'avez qu'une seule couverture, vous la donnerez à qui? À votre mère ou à quelqu'un qui vient de je ne sais où? Non mais attendez, alors attendez, je crois que Stéphane pour l'UMP voulait intervenir. Moi je pense qu'il faut... Sinon on fait comme Saint-Martin qu'on coupe en deux. Hein, attendez, il faudrait arrêter ce genre de stigmatisation. S'il y a 15 personnes qui arrivent en même temps, je pense déjà... 15. Tu me le permets Gaëtan, il faut arrêter de stigmatiser les étrangers. Les étrangers sont une chance pour la France. L'exemple des Assyries qui sont en train de l'inquiétude d'un avenir incertain. C'est une réalité pour toute notre génération. Mais est-ce que la fermeture des frontières, la suppression du droit du sol et le déremboursement de l'avortement changeront vraiment les choses? Les jeunes, on leur a vendu beaucoup de pipeaux. Hein. On leur a dit que la vie allait être facile, que l'ouverture aux autres, qu'il suffisait d'être souriant pour que tout se passe bien. Ils se rendent compte qu'ils arrivent dans un monde de violence, un monde de brutalité, où leur identité est mise en cause, où le chômage est à peu près la seule perspective qu'on leur offre. Eh bien, ils se tournent vers le seul mouvement qui, à mon avis, est un mouvement d'espérance. All right. First of all, we should shut down our borders. We have enough immigrants here. Second of all, the scum should go. And then people who have ideological problems with how our society is built, please go. We would really like to help people who don't like it anymore. It's you promised me a lot, then it seems like it's not such a nice country anymore, Flanders. Yeah, please go, we will help you and we'll give you even money to go. But for example, you're promoting hate against religion. We're not promoting hate. No, but against the Muslims. No. Well, yes. You should be more better in your research. I, for example, have no problem with the religion Islam on itself. I think it's a dangerous religion. I don't think it's. I think it's more. Wait a minute. Let me finish. I think it's a dangerous religion. It's a political regime as well. But I have no problem what they do in the desert with that religion. But here, it's a Christian country, and we will defend our values here. Je pense que ce discours-là est tout à fait révélateur de cette fameuse nouvelle extrême droite qu'est le national-populisme et qui ancre encore une fois son discours sur cette rhétorique identitaire, c'est-à-dire cette idée d'une identité nationale à définition culturaliste, à définition ethnique, qui serait menacée, selon eux, par effectivement cette culture cette culture mondialisée, ce multiculturalisme, hein, l'un allant avec l'autre, venant de l'extérieur, hein, venant notamment, et qui serait là aussi relayé par l'Union européenne. Xavier est vice-président de l'UDC Jeunes Suisses. Il aime la discipline, les armes. Le week-end, il s'entraîne avec sa petite amie au centre de tir. On ressent chez lui une profonde nostalgie d'une Suisse d'un autre temps. Aujourd'hui, on a supprimé les frontières, on a supprimé les spécificités, on a supprimé les cultures. Ce qui veut dire qu'au lieu d'échanger, on impose ou on vole. Et c'est pas quelque chose qui apporte à la population. Ensuite, l'Union européenne, dans sa façon de faire, elle est totalitaire. Elle est en train de me demander de renier toute ma culture, de mettre à bas ce que je suis pour lui faire plaisir. Ça va pas.
Nous avons tous comme envie et comme ambition de pouvoir retrouver nos frontières et de privilégier les personnes habitant en Suisse et les Suisses, évidemment. L'Union européenne et le Troisième Reich nazi ont beaucoup de points de comparaison au point de vue de l'aspect totalitaire, ou totalitarisant. Ils essayent de s'imposer sur la population, de ne pas prendre en considération ce que le peuple veut, de lui dicter un avenir qui n'est pas celui qu'elle voulait, de détruire la culture locale, d'imposer une nouvelle culture, d'essayer d'extendre cette Union européenne en mangeant le plus de territoire possible. Franchement, depuis le nazisme, c'est le seul cas en Europe de quelque chose de pareil. Nous, on veut qu'on nous laisse vivre tranquillement, qu'on puisse définir quelle forme doit avoir notre pays, mais on veut qu'on nous laisse la possibilité de gérer notre avenir. Si jamais le peuple votait pour que la Suisse adhère à l'Union européenne, j'en serais profondément meurtri. Et je l'accepterais, parce que c'est une décision populaire. Si l'Union européenne imposait à la Suisse d'adhérer, ou que le gouvernement décidait de manière dictatoriale que la Suisse doit adhérer à l'Union européenne, c'est pas moi qui vais prendre les armes le premier, c'est simplement toute la population va le faire, toute la population va s'y opposer. Je fais ma démarche. Bonjour madame, comment allez-vous? Moi, comme je dis toujours, je préférais la devise d'avant. Parce que avant liberté, égalité, fraternité, vous savez ce que c'était la devise? Oui. Oui. Travail, famille. Ouais. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez voter aux prochaines élections? Oui, je sais. Est-ce que vous trouvez ça normal, la double nationalité? Oui. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Et pourquoi vous êtes en France? J'ai travaillé. D'accord. J'ai travaillé avant, hein. D'accord. Avant, ça fait 54 ans que je suis là. Hein. Et aujourd'hui, vous vous sentez marocain ou vous vous sentez français? Nationalité marocaine. Bah alors, si vous vous sentez marocain, Ouais. quelles sont les choses qui font que vous restez en France? Les choses, je travaille, c'est tout. Il faut travailler. J'ai travaillé chez Soutrois, j'ai travaillé chez Renault, j'ai travaillé tout. Mais aujourd'hui, vous vous sentez plus marocain que français? Aujourd'hui, j'ai remposé. Je viens tranquillement. J'ai rentré, j'ai remposé. Voilà. Bon. Comme ça. Aujourd'hui, on est en France et on n'entend pas parler français. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une valeur essentielle. Et la nation, qui était il y a quelques années, voilà, on est en train de la perdre. Et si on n'est pas là pour faire que ça change, si on ne va pas voter et si on ne se pose pas les vraies questions, eh ben, ça peut encore durer des années. La mise en avant des jeunes, comme la mise en avant des femmes, au travers de ces forces politiques, s'inscrit dans un projet de développement et de banalisation et de conquête électorale et donc de conquête du pouvoir entamé par ces forces politiques en Europe. Fiers aussi des électeurs vauclusiens qui, dans leur lucidité et malgré les manœuvres de l'appareil, ont gagné par les urnes la représentation à laquelle ils sont droits. Enfin, aujourd'hui est effacé l'outrage infligé en 1990 à Jean-Marie Le Pen et au Front National. Justice est faite et l'avenir est désormais à nous. Alors que notre périple touchait à sa fin, une jeune fille qui n'a qu'un an de plus que nous était élue à l'Assemblée nationale en France. Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine et petite-fille de Jean-Marie. À seulement 22 ans, elle est désormais la plus jeune députée de la 5e République française. Ce visage lisse et souriant, cette entrée fulgurante dans la vie politique. Elle est l'expression même du populisme féminin.
Nos sociétés ont déjà tiré les conséquences d'une extrême droite violente et totalitaire. Le populisme au féminin nous met devant un nouveau défi. Redoubler de vigilance face à une extrême droite dont le visage et le discours s'éloignent peu à peu de ce que l'on a pu connaître dans le passé. Ces leaders féminins parviennent à rendre leurs idées plus acceptables pour une part croissante de la société et des électeurs actuels. Qu'en sera-t-il dans quelques années, quand nos petites sœurs et nos petits frères arriveront en âge de voter? Pourront-ils encore identifier les idées d'extrême droite ou seront-elles d'ici là banalisées au point d'être totalement acceptées ?